Imaginez un peu. On est sur le quai d'une station de métro à Paris. Le bruit des rames, le balai incessant des voyageurs, bref, un décor du quotidien. Et pourtant, juste là, sous le bitume et les rails de la station La Chapelle, se cache une histoire millénaire. Une véritable épopée qui a contribué à façonner la France. Allez, on plonge dans ce passé pour découvrir comment ce lieu, en apparence si banal, a été le théâtre d'événements qui ont mené un conte tout droit sur le trône. On pourrait presque entendre Charles Trenet chanter ça. C'est vrai qu'ici, le métro devient aérien, comme s'il reprenait son souffle. Mais ce miracle sans nom, il est bien plus profond qu'on ne le pense. Cette phrase, elle nous invite à regarder au-delà des apparences, parce que c'est ici que notre récit commence. Une histoire de reliques sacrées, de foires médiévales, et même de duels à mort. Bon, pour comprendre toute cette histoire, il faut commencer par le commencement, avec une question toute simple qui nous fait remonter plus de 1200 ans en arrière, à l'époque des grands empereurs. Alors, d'où vient ce nom, La Chapelle? Il ne sort pas de nulle part, évidemment. Sa racine est liée à l'un des plus grands empereurs de l'histoire et à sa passion, disons, assez particulière. Voici Charlemagne. Alors oui, c'est un grand chef de guerre, un empereur, mais c'était aussi un collectionneur acharné de reliques. Il envoyait ses émissaires jusqu'en Palestine pour lui rapporter des fragments de la Sainte Croix ou des ossements de martyrs. C'était une véritable quête sacrée pour lui. Et le lien, il est là. Sa plus belle pièce de collection, c'était la Kappa, la fameuse cape de Saint-Martin. Pour l'abriter, Charlemagne a fait construire un lieu de prière tout spécial, une chapelle. Le mot était né, tout simplement, tiré du nom latin de la cape. Et à Paris, ce tout nouveau mot, chapelle, a été donné à un petit oratoire sur la route de Saint-Denis. Un lieu qui était déjà chargé d'histoire parce que la sainte patronne de Paris, Geneviève elle-même, s'y arrêtait pour prier. Le village, qui s'est ensuite développé tout autour, a donc tout naturellement pris le nom de La Chapelle. Allez, on fait un petit bond dans le temps, direction le Xe siècle. Le village de La Chapelle n'est plus seulement un lieu de prière, non. Il est devenu le cœur vibrant du commerce européen, un lieu de rencontre et d'échange complètement fou. La foire du Landy, qui se tenait avant à Saint-Denis, s'installe ici, pile à mi-chemin de Paris. Chaque année, en juin, pendant 15 jours, La Chapelle se transformait en un immense carrefour international. Tout le continent s'y donnait rendez-vous. Et qui est-ce qu'on pouvait croiser dans les allées de cette foire? Eh bien, absolument tout le monde. Des marchands venus de Byzance, des maîtres d'université à la recherche de manuscrits rares, des paysans, des artisans et bien sûr des saltimbanques et des cracheurs de feu pour animer tout ça. Un vrai spectacle permanent. On y trouvait de tout, des soieries, des épices, du bétail. Mais le produit le plus recherché, la vraie star de la foire, c'était le parchemin importé d'Orient. Il faut se rappeler qu'à l'époque, le papier n'existait pas. Ce parchemin, c'était le support indispensable pour toutes les écoles et les monastères qui étaient en plein boom. Mais alors que le commerce fleurit, une menace bien plus grande se profile à l'horizon. L'année 978, c'est un tournant. La Chapelle et Paris tout entier se retrouvent au cœur d'un conflit qui va sceller le destin du royaume. Les événements s'enchaînent à une vitesse folle. Le roi de Francie, Lothaire, lance un raid surprise sur Aix-la-Chapelle. Pour se venger, l'empereur germanique Othon II lève une armée colossale et fonce sur Paris. Et là, le roi Lothaire s'enfuit, abandonnant la défense de la ville à un seul homme, le courageux comte de Paris. Le rapport de force est, disons, écrasant. D'un côté, Hugues Capet et les défenseurs de Paris, bien à l'abri derrière leurs murailles. De l'autre, Othon II et ses 30 000 cavaliers qui campent sur la butte Montmartre et qui dominent toute la ville. L'issue semble jouée d'avance, mais le destin a parfois de drôles de surprises en réserve. Pour saper le moral des Parisiens, Othon envoie chaque jour un guerrier gigantesque insulter la ville. Hugues Capet décide de répondre, un homme contre un homme. Le champion de Paris, un certain Yves, s'avance. Le choc est brutal. Yves est blessé, projeté au sol. Tout semble perdu, mais dans un dernier sursaut, alors que le géant s'approche pour l'achever, Yves trouve une faille dans son armure et le terrasse. Un retournement de situation incroyable. Cette victoire inespérée, ce duel gagné contre toute attente, ça ne sauve pas seulement Paris. Ça va propulser son défenseur, Hugues Capet, vers un destin qui changera jamais le visage de la France. D'ailleurs, petite anecdote, personne ne sait vraiment d'où vient son surnom, Capet. Peut-être à cause de sa grosse tête, caput en latin, ou plus probablement un lien avec ce fameux mot capa, la cape. Était-il un précurseur de la mode, ou est-ce un hommage à Saint-Martin, dont il était l'abbé laïque, c'est-à-dire un non-religieux qui gérait les biens de l'abbaye? Le mystère reste entier. Cette victoire change absolument tout. Othon II lève le siège. Hugues Capet n'est plus un simple comte.
Comme l'écrira un peu plus tard le futur pape Gerbert d'Aurillac, Lothaire n'est roi que de nom, Hugues, lui, l'est par ses actes. Il est devenu l'homme le plus puissant de Francie. Et puis, 9 ans plus tard, en 987, le destin frappe à la porte. Le jeune roi Louis V, 20 ans à peine, meurt dans un accident de chasse. Il n'a pas d'héritier. Le trône est vacant. C'est une occasion en or, une chance à ne surtout pas laisser passer. L'affaire est menée tambour battant. Les grands seigneurs du royaume se réunissent et, d'une seule voix, ils offrent le trône à l'homme qui a sauvé Paris. Le 3 juillet 987, à Noyon, Hugues Capet est couronné roi des Francs. Il prête serment, et c'est le début d'une nouvelle ère pour le royaume. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais le règne du Capet, ce n'est pas une simple anecdote. C'est le point de départ d'une transformation profonde qui va façonner la France et sa capitale, Paris, pour des siècles et des siècles. La portée de son geste est immense. La dynastie qu'il fonde, les Capétiens, va régner sur la France pendant plus de 800 ans. C'est juste vertigineux. En associant son fils Robert au trône dès la première année, il assure la suite et il bâtit un héritage d'une longévité sans précédent. Et cet héritage capétien, il est aussi gravé dans la pierre de Paris. Ce qui nous amène à une question un peu surprenante. Où est-ce qu'on trouvait la toute première bourse de Paris ? Eh bien, la réponse est directement liée à la vision des successeurs d'Hugues Capet. C'est le fils d'Hugues, Robert le Pieux, qui fait reconstruire un pont pour traverser la Seine. Ce pont, qui deviendra le pont au Change, va redéfinir les axes de circulation de Paris pendant un demi-millénaire. Et c'est sur ce pont, au milieu du bruit et de l'agitation, que s'installent les premiers changeurs et courtiers, créant de fait la première bourse de Paris. Et voilà, d'une simple cape de Saint à la fondation d'une dynastie de 800 ans, l'histoire de la station La Chapelle nous rappelle que les lieux qu'on traverse tous les jours sont les témoins silencieux d'événements extraordinaires. Ce qui amène à cette question finale, combien d'autres histoires comme celle-ci dorment juste sous nos pieds, attendant simplement qu'on tende l'oreille pour les écouter ?